Enfin, une deuxième victoire cette saison. Est-ce que Bryce Duke est finalement le sauveur que le CF Montréal attendait? Le conte de fées se poursuit pour Wrexham. Et imaginez les gars si seulement Mbappé, Messi et Ronaldo se blessaient dans les mois avant la Coupe du Monde. Ici Hassoun Camara. Ici Olivier Tremblay. Ici Christine Roger et vous écoutez Tellement Soccer. Le staff me donne confiance. Je joue aussi un peu partout, donc j'essaie de faire ce qu'ils me demandent. Puis, ouais, je suis en pleine confiance en ce moment. Je sais mon rôle, qu'est-ce que j'ai à faire dans l'équipe. Je pense que c'est pour ça que tout est clair. Donc, ça me permet d'aller vers l'avant et de faire les trucs que je sais faire. Oui, bien sûr. Pas seulement parce qu'on a gardé les 3 points à domicile, on a gardé les 0 derrière, et on a joué 20 minutes avec 10. Donc, ça veut dire aussi que l'esprit de l'équipe, les efforts, les compromis pour donner tous jusqu'à la dernière minute et garder un bon résultat, c'était exceptionnel. Bonjour les gars. Bonjour. Allô. Une victoire. Oli, tu l'avais prédit. Hey, j'étais proche de mon score exact en plus. Moi, hein? j'étais cynique. Je disais, ah non, une autre défaite, allez. Un instant, tu avais dit une défaite dans les arrêts de jeu en plus. Oui, mais ça aurait... Et là, ils ont confirmé leur victoire dans les arrêts de jeu. Ouais, mais tu sais... C'est un point de plus pour moi. Elle a vu les arrêts de jeu, c'est déjà pas mal. Quand j'ai vu le carton rouge, je me suis dit, peut-être que finalement, ce que j'avais prédit va se réaliser. Je me dis, on se complique la vie en fin de match. Mais non, on a eu Mathieu Choignard qui est venu mettre son petit grain de sel. Donc, c'était pas parfait, les gars, ce match-là, le CF Montréal. Le Red Bulls, on peut pas dire que c'était l'adversaire le plus dangereux en fin de semaine. Mais quand même, 3 points, une victoire au Stade Saputo. Comment expliquer cette défaite? Comment expliquer le fait que... cette victoire, tu vois, j'essaie... Je veux qu'on parle du côté des Red Bulls. Non, mais comment expliquer le fait que là, ça fonctionnait alors que depuis le début de la saison, ça ne fonctionne pas? Moi, je me disais, comment je peux résumer ça? 3 mots. Cœur, Duke et Choignard. 3 bons mots. Hein, c'est pas... ouais. Bon, ben on s'en va, bye. C'est ça. Très, très agréable. À la semaine prochaine. C'est ça. Non, 3 bons mots qui montrent l'état d'esprit, en fait, surtout qu'il y a eu lors de ce match. Sincèrement, j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé la prestation du CF Montréal, surtout, comme on le sait, avec des difficultés en championnat. On se demandait si le match de coupe allait pouvoir relancer les têtes moralement. Puis j'ai senti une équipe qui avait envie de bien faire. Alors, c'était pas parfait, mais on a vu du cœur. On a vu une équipe qui avait pas du tout envie de lâcher. On a vu des cadres qui sont revenus justement dans leur statut et qui ont fait une belle prestation. Comme? Je parlais de Wanyama par le passé, mais j'ai bien aimé, moi, son engagement et son sérieux pendant 90 minutes. Mais c'est pas celui qui s'est le plus démarqué. Non, justement, mais on regardait attentivement. J'ai regardé le match devant la famille à Monsieur Bernier. Bonjour. Ben oui, nous, tu nous as dit vous. bonjour, mais finalement, tu es allé avec... Non. Bon, parce que nous, on n'est pas un ancien joueur. Donc, non, rien à voir. Au contraire, j'étais content de voir aussi. Mais c'était bien justement d'analyser le match et de voir peut-être des choses, de se rappeler à la façon dont on jouait nous par le passé et de comparer à ce qui se passe et de voir justement des attitudes. Donc j'étais content de ces attitudes-là, des cadres, et content aussi de joueurs comme Duke. Moi, c'est lui qui m'a séduit pendant le match par des petits déplacements anodins qui paraissent de rien mais qui font toute la différence. Il arrive à se placer entre les lignes et à créer des décalages qui sont super intéressants, à faire des gestes de classe aussi pour un jeune joueur. Je trouve que c'est très très prometteur. Et quand tu arrives à te reposer sur de la qualité, parce qu'on a vu de la qualité aussi au Stade Saputo, forcément, mixé à la hargne et l'envie de garçons comme Choignard, ça peut amener de belles choses. Donc, ça a été tout un match du CF Montréal. Ouais, moi, sur l'action du but, j'ai aimé ce que Duke a fait, puis j'étais dans le stade, j'essayais de profiter du moment quand même, mais j'étais quand même sur mon téléphone, puis il y avait un de mes amis qui me parlait dans mes messages privés, puis j'étais comme « Hey, Duke, ce qu'il a fait sur l'action, c'était bien. » Puis là, le cynique au bout du téléphone qui me disait « Ah, bravo, Bryce Duke a joué un extérieur du pied dans un espace béant. » Non, mais c'est au-delà de ça. On n'a pas vu beaucoup de tentatives de jouer vite de cette manière-là, beaucoup cette saison avec le CF Montréal. Puis Duke est un peu à bout de pied au début de l'action. Il sauve un peu l'action en réussissant à garder ce ballon-là. Il aspire la défense des Red Bulls. Il joue vers Herrera. Les Red Bulls, honnêtement, moi, je les ai trouvés vraiment pas
haut niveau. Je suis pas sûr que même si Montréal avait joué pendant 1h10, je ne sais pas si Montréal aurait cédé. Sincèrement, oui, il y a eu 1 ou 2 occasions relativement nettes, mais pas plus que ça. Puis c'est ça. Mais par contre, une des choses, on parle de Wanyama beaucoup depuis le début de la saison. Puis il se passait des trucs, particulièrement en début de rencontre. J'avais l'impression que personne parlait à Wanyama sur le terrain. C'est arrivé 2-3 fois au début du match que Wanyama, il y a quelqu'un qui arrive dans son dos, puis on dirait qu'il n'y a personne sur le terrain qui lui dit qu'il y a quelqu'un qui arrive dans son dos. Comme si tous les joueurs autour de lui se disaient « Hey, c'est Victor Wanyama. » C'est sûr qu'il doit avoir un sixième sens qui lui permet de sentir ça. C'est comme si on s'attendait, un peu comme nous autour de la table finalement, à ce que Victor Wanyama, lui, soit capable, sans qu'on lui demande quoi que ce soit, de porter cette équipe-là sur ses épaules. Ça en prend un petit peu plus que ça, puis j'ai eu l'impression que ça s'est ajusté au fil de la rencontre, mais il y a peut-être... J'ai trouvé ça intéressant, en tout cas. Je ne sais pas quelle conclusion en tirer, mais ça m'a vraiment frappé au début de la rencontre. Mais Duke, tu as parlé de l'action qui a mené au premier but, un but contre son camp, mais moi, quand je regardais ce match-là, je pense que les gens au CF Montréal, rapidement, ont apprécié le travail de Duke quand il est sorti en fin de match. Il y a eu une ovation, créativité, implication. À un moment donné, il y a eu un coup de pied arrêté, puis juste... C'était une chance de marquer, mais tu sais, souvent, c'est le genre de ballon qu'on fait juste envoyer à l'extérieur de la surface de réparation puis qu'on perd. L'Italien a un tir puissant directement au filet. Après, c'est lui qui a pris le coup de pied de coin que Wanyama a failli rentrer. Donc, vraiment très impliqué. Pour moi, je me disais, il vient d'arriver, mais c'était clairement le meilleur joueur sur le terrain, avec aussi Mathieu Choignard. Mais Mathieu, c'est que c'est moins flamboyant. C'est plus subtil. Il était impliqué aussi, très, très impliqué défensivement. Quand vous voyez le travail de Duke depuis son arrivée, on dirait déjà que ça fait super longtemps, cette transaction-là, avec Lassiter et Duke. Non, mais est-ce que vous trouvez que finalement, c'est un vol ou c'est un... Tu sais, la décision de Olivier Renard d'aller chercher ces deux gars-là contre Kamal Miller? Je pense qu'il n'y a personne qui doutait que Bryce Duke avait le talent brut pour faire quelque chose. Mais toi, tu dis on dirait que ça fait un bout de temps. Moi, c'est le contraire. Oui, ça marche, puis il y a des trucs qui se passent bien, mais je trouve qu'il y a encore... Puis je pense que c'était plus visible en étant au stade puis en voyant l'ensemble du jeu qu'il y a encore du travail à faire. Justement, oui, Bryce Duke est capable de faire la différence dans certains moments, mais il y a encore certaines incompréhensions de savoir quand est-ce qu'il y a un de ses partenaires qui va faire l'appel et tout ça. C'est sûr, mais il y avait tellement rien depuis le début de la saison, tellement aucune créativité. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça fait du bien. Mais tu sais, je pense qu'il ne faut pas mettre la charrue devant les bœufs non plus. Il y a encore du travail à faire. Puis tu parles de l'ovation pour Duke. Moi, je me sentais quasiment mal pour le pauvre Lassiter qui sort en cours de match puis qui est obligé de quitter par le côté. Puis il fait le tour. Puis c'est comme Lassiter a déployé un effort, quand même un bon effort dans ce match-là. Il a bien travaillé, je trouvais, Lassiter. Puis ça s'est pas beaucoup levé. Puis ça ne l'a pas beaucoup applaudi pendant qu'il faisait son tour de terrain. J'étais malheureux pour lui un peu. Peut-être au stade, là, hein, on prend des notes quand il y a des joueurs qui ont fait un bon match qui passent devant vous. Peut-être saluer la réforme. Mais pour l'instant, moi, je dis quand même un vol d'Olivier Renard d'aller chercher ces deux gars-là contre Kamal Miller. Ça apporte un plus, comme tu l'as dit. Et combien déjà? C'est pas grave, ça. Okay. On en a plein d'argent. Non, ça apporte un plus. Il apporte beaucoup de créativité, de talent, de différence. Ça ne demande pas forcément à faire 10 crochets pour faire une différence. Son simple revers extérieur pour amener ce but, ça suffit en fait à amener de la simplicité et créer de la différence. Et dans d'autres aspects, il a essayé de trouver la profondeur, il a essayé de jouer en première intention sur des 1-2. Je me retournais regarder Patrick, je disais ça sent l'Espagne un peu dans le style de jeu. Il me disait ouais, franchement, là pour le coup, il amène un truc vraiment qui me plaît vraiment. Et je pense que si on arrive à avoir quelques renforts autour de lui, sans décrier au fort, mais je pense que sur la compréhension justement qu'il peut y avoir, je compare pas les choses là, mais tu vois quand tu as un Messi, un Mbappé au PSG, forcément ça, tu sens la chimie. J'ai envie qu'il sente la chimie que ce joueur peut lui amener en fait, lui faire confiance et lui dire ok, c'est quand il a le ballon, à moi de trouver les bons déplacements pour trouver de l'espace, pour jouer en pivot quand il faut ou jouer en profondeur. Et je trouve qu'il lui manque encore ce petit aspect-là, cet aspect tueur devant le but en termes d'agressivité offensive. Et ça s'est vu dans la contre-attaque, dans le deuxième but aussi. Je veux dire, Choignard, c'est lui qui fait l'effort, mais pour moi, Offort doit finir l'action tout seul. Je veux dire, son geste n'est pas assez agressif et il veut limite juste finir l'action sans avoir cette agressivité qui est tout le contraire de ce qu'a amené Choignard sur une course de 70 mètres et qui va finir. Le ballon revient dans ses pieds. C'est pas du hasard, c'est parce que le travail
tu es forcément récompensé par le travail et l'effort. Et comme par hasard, entre guillemets, le ballon te revient dans tes pieds. Mais non, c'est le fruit de l'effort qu'il a donné. Donc, c'était pas la première course de ouais, 70 mètres exactement. qu'il faisait dans Des ce bons- match-là. Son travail bons- et son 7e poumon aussi. Ouais, exactement. Septième. Quelle machine quand bien, même. c'était bien Septième poumon. Ouais. Il faudrait peut-être que tu retournes faire des cours Non, d'anatomie. mais Les gens Mathieu- en ont 2 habituellement. C'est Oui, tout, mais c'est Mathieu tout. Choyant, je pense qu'il y a plus de poumons que tout le reste de l'équipe réunie. Tu vas mettre 6 Non, mais quand on regarde, vous l'avez dit, il y a beaucoup de choses à peaufiner encore. C'est pas parfait, mais quand on regarde ce qu'on a présentement au milieu de terrain, c'est peut-être triste, mais on dirait qu'on oublie Sam Piet. On dirait que présentement, si Sam n'est pas blessé, je me dis, tu le mets où? Est-ce qu'il y a vraiment une place pour lui? C'est un beau problème. En même temps, si tout à coup, tu as une certaine profondeur à quelque part. Là. Bah, tout comme à l'inverse, j'ai envie de dire que Mathieu Choignard, c'est la même chose. À l'inverse, je veux dire, on ne sait pas dans quelle position on va le mettre, mais forcément, avec les prestations qu'il fait, il doit jouer tout le temps. Ouais. Donc, c'est aussi un casse-tête. Et je me rejoins plus Sam dans cette position-là. Moi, je pense qu'un garçon comme Sam doit jouer par rapport à ce qu'il peut apporter justement à cette équipe. Après, ça amène, comme tu l'as dit, de la concurrence. On voulait ça. Je pense que le match de coupe mardi nous permet aussi de lancer des joueurs, de montrer qu'il y a aussi de la réserve sur ce banc et qu'on est capable d'amener justement des joueurs intéressants. Donc ça a été un pari gagnant pour le SADA sur ce coup-là. Mais aux joueurs maintenant de revenir et de récupérer leur place dans une dynamique plus positive et qui permet aux jeunes aussi de s'exprimer. Donc, Mais est-ce que c'est pas positif justement pour un Sean Rea on a parlé, il y avait énormément de responsabilités Ouais. à cause des nombreuses blessures, mais là, de voir un Duke qui arrive, qui prend du galon, moi, je trouve que c'est idéal. Ça veut dire que Sean Rea, on peut lui donner des minutes à chaque match, mais qu'il n'y a pas toute la pression du monde sur ses épaules. Non. Puis en plus, il a fait une rentrée que j'ai trouvée franchement Intéressante. intéressante dans un contexte que Montréal 10. n'avait pas vécu, à 10 et tout Ouais. ça. Fallait que ça coulisse bien là, en fin de match quand les Red Bulls essayaient d'écarter tout ça. Fallait être vraiment vigilant. Puis Sean, à part peut-être une fois où je l'ai trouvé lent à se replacer, il a fait une super belle rentrée. Puis c'est ça. Quand tu réussis à te créer des beaux problèmes, ça te facilite la tâche. Là, la mode, ça a l'air d'être de créer des pistons gauche de toutes pièces. Lassi Lapalainen qui est devenu un piston gauche. Elias Iliadis qui devient un piston gauche. Mathieu Choignard qui devient piston. Ça me fait rire parce que La prochaine j'arrête. étape, c'est-tu d'essayer Sam Piet comme piston gauche? On est-tu rendu là? tu sais? En fait, moi, ce que la mode, ça a rendu l'air là. d'utiliser le mot piston. On dirait que j'arrête plus d'entendre le mot piston depuis une couple de jours. Double piston, c'est la mode Piston, aussi. piston. Exactement. Alors, j'ai jamais utilisé ce mot-là de ma vie en Ouais. jouant au soccer, mais ça va. Les gars, Parce que tu jouais tout le temps dans une défense à 4, une espèce de conservatrice. je suis comme ça, moi. Je suis aussi le numéro 10. Puis je vais vous parler du numéro 10 parce que je vais vous ramener sur Duke. Parce que Duke est arrivé à Montréal. Il avait le numéro 22 à Miami, qui est le numéro d'Aaron Herrera. On lui a demandé quel numéro tu veux. Il a dit le numéro 10. Il a dit ouvertement en conférence de presse que, bon, il voyait Montréal comme la plus européenne des équipes de la MLS. Pour lui, c'est clair. Son but, c'est d'aller en Europe. Puis c'est une très belle transition pour lui, Montréal. Et il aurait dit, bon, qu'il voulait le numéro 10 parce qu'il veut se faire remarquer davantage par les équipes adverses puis avoir une plus belle visibilité. Deux choses là-dedans. Premièrement, le numéro 10, traditionnellement, dans le foot, c'est le meneur de jeu. Bien souvent, c'est le ou l'un des meilleurs joueurs. On a Messi, on a eu Maradona, Piatti, Hassoun Camara, non, c'est pas vrai. Plus jeune, Kevin De Bruyne, bref, des grands joueurs. Est-ce que ça veut encore dire quelque chose pour vous, le fait de porter le maillot numéro 10? Est-ce que c'est encore une signification ou on s'en fout totalement? Ben oui. Moi, ça veut encore dire de quoi? Je veux dire, Lassana Diarra ne l'a pas tué en le portant au Real Madrid. Là. Ça veut dire... pour moi, ça veut encore dire quelque chose. Puis je vais toujours voir une équipe que je connais pas. C'est qui le numéro 10? Puis peut-être que je devrais effectivement regarder c'est qui parce que tu donnes pas le numéro 10 à n'importe qui. C'est rare que c'est un piment qui reste sur le banc. Là, c'est ça, tu sais. Et il y a certains numéros comme ça qui ont encore une valeur. Puis oui, il faut faire attention. Puis quand je vois il me semble qu'il y a au Paris FC, le numéro 10 en féminine, c'est une arrière centrale. Puis je trouve que c'est comme un crime de lèse-majesté, tu sais. Je trouve encore que ça devrait pas être... Comme quand Grégory Van Der Velde portait le numéro 9. C'est un défenseur latéral, il porte le numéro 9 à Toronto. Puis je suis comme, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Un attaquant qui porte le numéro 2.
c'est peut-être conservateur un peu comme Mais je te manière de voir les reconnais. choses, mais c'est comme il y a une tradition, puis je trouve ça important de la respecter. Tu sais. Non, c'est vrai que C'est un indicateur des fois. oui, c'est vrai qu'il y a une certaine valeur encore aujourd'hui, mais j'ai l'impression que cette valeur, elle a été cassée en fait par le numéro 5 de Zidane au Real Madrid, qui nous a, qui Ben oui, nous a mais justement montré Zidane que... va arriver devant Figo, puis peux-tu me donner ton numéro, Figo? Ouais, je pense que ouais. Ouais. Quand même, là. Mais non, mais pour le coup, tu vois, je pense que c'est des époques aussi qui nous ont marqué, peut-être des repères générationnels. Le numéro 10 de Maradona, je veux dire, de grands, d'illustres joueurs nous ont marqués. Et puis, peut-être que ça a évolué dans un autre sens. Est-ce que le numéro 7 aujourd'hui n'a pas autant d'importance ou presque autant que le numéro 10? Je veux dire, avec Cristiano Ronaldo, avec Kylian Mbappé. Quand tu as le numéro 7 d'un jeune de 10 ans, forcément, je pense qu'il est autant attaché au 10 qu'au 7 aujourd'hui. Des Donc, fois, c'est selon les clubs aussi, tu sais, Mbappé à change. Manchester United, Le 7 c'est aussi, porté le c'est numéro sacré. 7, tu sais, C'est- aller- Mais de voir travers un les Duke époques. qui demande expressément le 10 en ajoutant que c'est parce que je veux me faire Bah, lui, remarquer pour et le tout. coup, oui. Comment vous trouvez ça trouve- en tant que petit gars de 22 Je ans? trouve ça Est-ce que ingénieux, moi. c'est trop ingénieux ou Oui. arrogant? Ou Non, comment? non, non, plein de confiance. Aujourd'hui, c'est ce qu'il faut. Tu as parlé un petit peu de Sean Rea un petit peu plus tôt en disant qu'on pouvait l'amener avec confiance au fur et à mesure des matchs. Moi, j'ai envie de dire le contraire. Aujourd'hui, les jeunes, ils n'ont plus le temps. C'est maintenant, en fait. C'est les jeunes qui ont le pouvoir, contrairement à il y a 20 ans. C'est à 19 ans, 20 ans, 21 ans que tu fais ta carrière aujourd'hui. Et c'est là que tu signes, justement, limite les plus gros contrats à travers l'attrait que tu peux donner sur un terrain. Donc, les jeunes n'ont plus le temps. Moi, j'aime ce discours parce qu'il colle avec les discours des plus grands jeunes joueurs du monde aujourd'hui. Me parle pas d'âge, en fait. Parle-moi de talent. Si je suis bon et que j'ai les qualités, je veux tout prendre tout de suite. Donc, lui, il veut prendre le numéro 10. Il veut partir en Europe, il l'assume ouvertement et je trouve que c'est cette philosophie de jeu qui permettra aux meilleurs joueurs de se détacher et de prendre leur envol par la suite. Donc la mentalité pour moi est très bonne. Ouais. Moi, entre les deux, je trouve quasiment que c'est Harry Lasseter qui est le plus culotté en demandant le numéro 11 d'un des plus grands anciens de l'Impact de Montréal, Dele Duca. Je trouve ça très Niché. culotté. Niché, mais bref, Oli, achète-toi pas un maillot achète-toi pas un maillot de Duke parce qu'il risque de partir en Europe plus tôt que tard, mais en même temps, il n'y en a pas de maillot, fait que tu peux pas en acheter. Je n'achèterai pas de maillot du CF Montréal, point. Genre, je sais, mais Sorry. le maillot du jour de la Terre était très beau. Ah, très beau, ouais. Magnifique. Très belle initiative. Mais il y en a malheureusement, quelques-uns qui étaient pas mal. Ouais. Il n'était pas disponible à la boutique, qu'on m'a dit. Donc, les gens l'ont beaucoup aimé. Il était beau, peut-être plus beau que le gris. Je veux dire, c'est un maillot qui est fait à partir de plastique cueilli dans l'océan. Fait que tu recueilles juste une certaine Il y en a en masse de quantité. plastique. Je sais qu'il y en a en masse, mais j'imagine que tu en recueilles seulement une certaine quantité puis tu fais les maillots en quantité nécessaire. Je sais pas c'est quoi En je tout sais cas, pas c'est quoi la logique. Je veux juste dire ça comme ça. Mais- S'il y en avait eu, il y aurait eu des ventes, assurément. Ouais, mais quand tu regardes, le CF Montréal n'a pas encore son maillot principal à domicile. Est-ce que tu veux nécessairement... Tu sais, entre les deux, si t'es d'un point de vue marketing, je pense que tu veux davantage que les gens achètent ton maillot principal. Fait que donne-leur pas une raison de gaspiller déjà leur, C'est sûr. Si le fameux maillot le revenu arrive, dont ils peuvent se départir. si le Ouais. fameux maillot arrive un jour. Un jour. Donc, on va voir le CF Montréal, qu'est-ce qui va arriver. On quitte pour à l'étranger, on sera de retour. À Kansas City, où ça va très, très bien. Oui, C'est ça. Olivier, je pense que tu avais dit, moi je m'en souviens très bien, on avait fait un pari. Je pense qu'on n'a rien parié, j'ai perdu, donc j'aimerais mieux C'est ne ça, pas t'as payer. perdu de toute façon, Donc, c'est tu sûr. avais dit qu'elle allait gagner contre les Red Bulls, mais qu'elle allait perdre à Kansas City. J'ai dit ça, moi? Oui. Est-ce que ta Pas sûr, prédiction... moi, j'ai dit qu'il perdrait à Ah, là, Kansas c'est là, City. mais- Kansas City, ça va pas bien. Ça va encore pire que Oui, Montréal mais comme depuis on le début de a la saison. Oui, mais l'affaire, c'est que CF Montréal est souvent le meilleur remède. Pour relancer Pour les autres équipes. relancer Peut-être qu'ils vont perdre encore 7 ans. Historiquement, c'est vrai, mais C'est vrai. mais pour le coup, ça, c'est un enjeu. J'ai bien aimé, bien entendu, le match face au Red Bull. Mais la réalité, c'est qu'on est toujours dernier. C'est qu'il faut absolument enchaîner des bonnes prestations. Et cet état d'esprit-là, il faut aller le chercher, non seulement à Kansas City, à Orlando par la suite. Si tu n'as pas de continuité, justement, dans ton projet et dans ce que tu as produit à domicile, forcément, ça devient compliqué. Donc, aux joueurs de garder cette mentalité-là pour être performants sur la continuité. Mais ils Vas-y, sont à Olivier. 5 points des playoffs. Voilà, vive la MLS. Les gars, on a demandé à vos fans qu'est-ce que ça vous prendrait pour aller au Stade Saputo. Et là, je vous mets dans la peau d'un personnage parce qu'évidemment, non, mais mettons que c'est pas votre job.
ou vous n'êtes pas un ancien ambassadeur, peu importe c'est quoi ton titre, là, que vous n'êtes pas... Chroniqueur à Radio-Canada Aussi- Sport, c'est ça son Non, titre. je sais, Jean mais là, Bélanger. des fois, il va avec Patrice Bernier. Ça, c'est pour comme ancien de l'Impact. On ne sait pas, il y a comme un homme à deux têtes, tu comprends? Une autre casquette. Donc, mettons, là, vous êtes je vous dis, vous êtes un amateur de sport moyen de Montréal. Vous regardez un peu le CF Montréal. Si ça passe à la télé, mais vous n'êtes pas, mettons, abonné à MLS Season Pass, vous aimez le Premier League un peu, le Canadien, vous voyez le genre, qu'est-ce que ça Donc, vous pas abonné de prendrait? saison, rien. Là. Non, juste un amateur de sport qui aime ça, qui aime les grands événements, mais qui va pas regarder un match entre Kansas City puis le Real Salt Lake, mettons. Tu comprends? Ben, en ce Pas moment, mal tout le monde, sauf Olivier, ça. Fait que voilà. Qu'est-ce que ça vous prend pour aller au Stade Saputo? On l'a demandé à vos fans. On a même fait un sondage qui revient le plus souvent, c'est un meilleur club, évidemment. Moi, je me suis posé la question, si je travaille pas, qu'est-ce que ça va prendre pour aller au Stade Saputo? Parce que, tu sais, honnêtement, il n'y a plus rien qui est abordable. Moi, j'irais pour faire plaisir, un événement pour ma fille qui adore le soccer. Et parce que, mais il faudrait, mettons, qu'il fasse 20 degrés, beau soleil, dans le sens où c'est quand même une belle soirée. Que t'aimes ou non le foot et le stade est beau, s'il fait beau dehors, l'ambiance reste agréable. Olivier, Ouais. même si on pourrait reparler de l'ambiance au Stade Saputo. Juste donc- les 15 premières minutes de la deuxième mi-temps. Moi, Ouais. c'est le seul problème que j'ai avec l'ambiance au Stade Saputo des fois. C'est ce qui revient, mettons, Caro Saint-Pierre dit du soleil, des buts et l'impression que les joueurs font tout ce qu'ils peuvent pour gagner. Et ce qui revient vraiment, c'est vraiment une bonne équipe, des bons joueurs. Un peu comme la saison passée, à la fin là, de la saison, on n'avait pas de misère à vendre les biens. Vous, qu'est-ce que ça prendrait, selon vous, pour vous déplacer au stade? Non, déjà, c'est la base. C'est vrai qu'avoir une équipe gagnante, forcément, ça aide beaucoup le marketing autour. Je pense que le fait de ne pas avoir une régularité, justement, dans les performances, ça aide pas les gens à venir régulièrement au stade. Donc, forcément, c'est plus compliqué. Montréal est une ville d'événements. Ouais. J'ai l'impression d'événements. Donc, comment est-ce qu'on pourrait créer l'événement? C'est aussi des questions pertinentes que pourrait se poser le club aussi, même si, je veux dire, ils font des choses intéressantes, mais c'est vrai que, je sais pas moi, aller chercher des personnalités que le grand public connaît. À son Camara, mettons. Non, mais c'est Voilà. ça. Et on a l'impression que c'est fait quand même. Je veux dire, il y a des personnalités qui viennent sonner la cloche. On a quand même des événements qui se font autour du stade. On a amélioré l'offre gastronomique au stade aussi. Donc il y a quand même des choses qui sont faites de la part du club. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que tu es aussi marqué par ton contexte aussi, par ce qu'est la ville, qui aime les grands événements. mais Ou qui est les peut-être- grandes stars. Ah, même là, je veux dire, tu sais, quand on compare au passé, on a l'impression que les choses étaient exceptionnelles, etc. Mais Didier était venu au début, c'était fabuleux. Mais est-ce que par la suite, ça nous a amené énormément de monde sur la régularité au stade? Je suis pas si sûr non plus, tu vois. Sur la saison suivante, pas nécessairement. Je C'est- pense. Ben, de toute façon, la saison suivante avait commencé un peu Ouais. bizarrement avec son arrivée tardive au camp et tout ça. Mais en même temps, tu sais, je pense qu'il faut pas nécessairement considérer l'exemple de Drogba en soi. Tu sais. Ouais. C'est aussi la manière dont tu capitalises sur l'arrivée d'un joueur comme ça. Puis ça, je pense que le CF Montréal et Pensez. l'Impact à l'époque auraient dû tirer des leçons de Ben bien oui. des choses qui se sont passées. Sur la manière dont tu tires profit d'un joueur qui arrive, un joueur de renommée On planétaire a qui arrive zéro dans ton exploité équipe. le potentiel de sa présence à Montréal. C'est Mais Olivier, ça. tantôt, tu me dis l'ambiance, là, tu me dis juste les 15 premières minutes de la deuxième demi. Qu'est-ce qui t'achalait au niveau de Mais C'était l'ambiance? mort. C'était mort. C'était comme si les gens avaient de la misère à revenir à leur siège. C'est comme si la pause les amortissait complètement. Mais est-ce qu'il n'y a J'ai- pas moins de monde dans les estrades? Ben, il y le a ça, temps, tu sais, ça justement, fait que la- les gens se réinstallent, sont partis manger. C'est Normal. le sont fameux partis- problème des toilettes du Stade Saputo. mais aussi- Les gens sont Non, mais encore en si, C'est file aux plein toilettes. de détails. tu sais, Ouais, t'as- Mais tu sais, Montréal a de la misère quand même. J'ai l'impression, il faudrait que je reconsulte les stats. Puis encore là, les stats de cette année, forcément, c'est un petit échantillon parce qu'il y a eu 3 matchs à domicile, dont juste 2 au Stade Saputo. Mais il me semble que comme équipe, Montréal a de la misère à commencer ses deuxièmes mi-temps historiquement. Puis Ah ouais. l'ambiance au Stade Saputo, je trouve, a de la misère à reprendre en deuxième mi-temps. Puis je suis pas en train de dire qu'un est de la faute de l'autre. Je sais pas de quelle manière il y a corrélation, s'il y a corrélation. Mais j'ai trouvé ça intéressant.
Mais bon, Puis- on se fait des blagues, mais c'est vrai. Tout le stade, les salles de bain, c'est toutes des problématiques qu'il faut régler à l'interne. Il n'y a plus de grilled cheese non Ben, c'est plus. ça, les grilled cheese. Il y en a qui Hey. parlent de l'offre alimentaire. On a notre collègue Jean Saint-Onge qui parle je veux des sandwichs italiens du Café Milano. Et il y en a oui. qui parlent de. Mais oui, mais oui, Ah, c'est pas il a mal, raison, ça. parce qu'ils sont excellents. Ben voilà, il y en a qui parlent des bières de microbrasserie. Il y en a que c'est l'ambiance. Bon, il y en a vraiment, tu sens qu'ils sont amers. Michel Blanchard a dit il n'y a rien qui va me convaincre. Ils nous enlèvent les parties à la télé, ils nous enlèvent notre nom, vendent nos meilleurs joueurs. Bref, ils font tout pour nous écœurer. Le lien de Mais confiance est brisé mais- à jamais. C'est vrai qu'il y a eu Ouais. beaucoup de changements qui aident pas, c'est vrai. Et je pense qu'au niveau de la communication, il y a peut-être des choses à ajuster pour aller chercher ce type de partisans. Pourquoi je dis ça? Parce que ce que veut faire le CF Montréal est aux antipodes justement du ressenti que peut avoir ce partisan-là. Mais c'est vrai que quand tu perds, que tu as une décision qui est extrêmement difficile, que tu perds, que tu as l'impression que tes meilleurs joueurs sont partis et que ton discours c'est de dire que on va vendre nos meilleurs joueurs, c'est dur pour un partisan de se dire écoute, moi je suis juste entre guillemets celui qui va financer tout ça Ouais. et puis on s'occupe pas de mon plaisir et de mon bien-être et de me mettre une équipe compétitive. Alors que le CF Montréal a envie d'avoir une équipe compétitive. Vendre des joueurs n'empêche pas d'avoir une équipe compétitive, mais si tu l'expliques pas concrètement et si tu vas pas chercher ce type de partisans, forcément tu crées aussi de la frustration et de la déception. Donc par les circonstances aussi de Ouais. perdre comme ça de cette façon. Donc faut aller les chercher et leur dire que non, il y a vraiment une équipe déjà qui est compétitive sur le terrain et qui peut faire de belles choses et que l'équipe veut gagner. Donc Puis une des choses que je lis souvent, s'il y a des gens, mettons, qui parlent de leur première expérience au Stade Saputo. ouais. La première fois qu'ils y vont, c'est de constater que tu sais, c'est quelque chose de différent, qu'il y a une ambiance, qu'il y a un feeling qui est différent. Puis moi, j'ai l'impression que comme, puis je sais pas là, à qui adresser le blâme, si c'est aux opérations de match, je sais pas. Mais c'est comme si le club avait de la misère à pleinement se lancer dans ça. On va être complètement différent. Puis c'est comme s'ils étaient déchirés entre on va être un club de soccer qui va avoir son ambiance vraiment propre au soccer, puis on veut quand même avoir ce petit côté-là nord-américain. Au début du match, là, quand... Je veux dire, on dirait qu'il augmente le volume de la musique quand les groupes de supporters commencent à être réchauffés. Là. Puis que là, au lieu d'avoir de la musique là, avant l'hymne national, là, si on commençait à justement baisser le volume puis à laisser le stade prendre vie lui-même, tu sais. Ou Si plus tu que veux ça, vraiment si tu veux vraiment montrer que tu as une ambiance qui est complètement unique à Montréal, qui se fait complètement différente des Alouettes, complètement différente du Canadien, ben saute dedans à pieds joints au lieu d'essayer d'être le Canadien puis de faites du bruit puis on va mettre de la musique fort puis non, assume que tu as un club de soccer puis que tu es différent. Tu sais ce qui me plaît le plus, moi, quand on parle d'un club comme, j'allais dire l'Olympique Lyonnais, mais pas seulement l'Olympique de Marseille ou la Juventus de Turin. Quand on parle de la Juventus de Turin, ce qui me plaît le plus, c'est la musique avant le match. C'est le chant des partisans avant le match. Oui. C'est ce qui résonne chez moi et c'est ce qui me... C'est la première chose qui vient me chercher en fait lorsqu'il y a un match de Ligue des Champions qui engage la Juventus, par exemple, face au Real Madrid. Je me donne 10 minutes en avance par rapport à d'habitude pour regarder le match, juste pour ne pas louper justement ce moment. Mais Voir tu tous les dois- partisans c'est ça. chanter, avoir un sentiment en fait d'appartenance fort et qui montre au monde entier à travers la télé. Mais J'aimerais bien arriver moi au stade Saputo Puis que ça qui chante. est un hymne en fait, vraiment un hymne qui est gravé, certifié, je sais pas comment on le ferait, mais Mais qui fasse que tous les partisans se réunissent, chantent de la même voix et te donnent envie lorsque tu sors du terrain, parce que quand tu sors du tunnel en tant que joueur, je peux vous dire que c'est un moment exceptionnel aussi. Ouais. C'est un des moments les plus importants finalement quand tu es joueur. Tu as ton opposant, tu as ton équipe qui arrive, généralement lorsque tu joues à domicile, tu es déjà en place. Tu viens avant l'adversaire et l'adversaire vient par la suite. Mais je peux te dire que quand tu joues à l'extérieur et que tu as justement cette impression où tu as tout le stade qui chante pour pousser ses partisans, c'est tu intimidant. as déjà perdu 20% en fait Ouais, d'afflux justement, pas de concentration, mais tu sens déjà que tu vas pas te battre contre 11 personnes, tu vas te battre contre tout un stade et 11 joueurs. Quand l'Impact arrive sur le terrain à la Ruella, tu sais, puis que ça Mais fait c'est déjà ça. 2 heures que ça chante. Exactement. Mais Et il faut imposer cette identité-là, il faut la développer, cette identité-là. c'est Ouais. ça. Et Mais t'as même pas besoin d'un hymne consacré ou quoi que ce soit. Tu sais, si t'es un supporter du dimanche, mais là, bon, tous les matchs sont le samedi, ça marche pas, mais qui y va de temps à autre, mais tu sais, tu reconnais l'air des chansons qui sont chantées d'un part et d'autre du stade, que ce soit 1642 ou le collectif Impact Montréal.
tu reconnais les airs, puis tu reconnais certains mots, mais le match est en cours. Tu n'as pas le temps de te consacrer vraiment à qu'est-ce qu'ils sont en train de chanter exactement. Avant les matchs, même sans mettre les paroles, si tu n'es pas en train de te concentrer sur le jeu, puis tu te concentres avant le match, ça fait 10 minutes là, qu'ils sont en train de se pousser des chants ou même de se faire un aux armes. Enfin, tu ne fais pas un aux armes avant le match, là, mais tu as plus de temps peut-être pour justement décider un peu qu'est-ce qui se chante au-delà de c'est ici que je vis, c'est là que tout se passe. Peut-être que tu comprends la suite. Il faut mettre ça, l'avant-match, là, vous avez raison, il faudrait le développer. Puis il y a d'autres sports, d'autres équipes qui ont développé cette identité-là. Si on regarde d'autres sports, par exemple, je pense au hockey. On sait que les Golden Knights de Vegas, les gens, même si... Non, mais avant le match, il va y avoir... J'aime pas ça, mais c'est eux, tu sais. Non, mais ils ont développé leur identité. Tu vas voir les Golden Knights de Vegas, tu sais qu'il y a un show avant. Angel City FC, dans la NWSL, ils ont déjà des chants, ils ont développé une identité, un sentiment d'appartenance, puis c'est une équipe d'expansion de soccer féminin. Fait que si on met les efforts, c'est possible d'y arriver rapidement. Ça semble des détails, mais c'est vrai que c'est des choses qui font la différence. On a une équipe en France comme le Paris Saint-Germain qui joue de façon extraordinaire avec des stars, etc. Mais l'équipe la plus touchante cette année, c'est le Racing Club de Lens, qui arrive justement avec ses partisans à avoir des chants qui sont forts. On a envie d'aller au stade pour écouter ces chants. J'ai eu la chance de jouer à Lens et je peux vous dire que quand vous sortez du tunnel et que vous entendez les corons justement, en tant qu'adversaire, ça compte. C'est vraiment impressionnant et puis ça vous crée une expérience forte dans un stade où tu sais que là ça va être chaud pour toi. Donc j'aimerais vivre ça à Montréal et puis pour répondre à ta question, je pense qu'un chant qui réunirait les supporters avant chaque match, on éteindrait les lumières et on chanterait d'une seule voix, ça donne déjà une atmosphère déjà particulière. Nous, on a des... Je pourrais faire un balado complet là-dessus. Non, mais on a des solutions. Tellement des choses à dire. Et en plus, des solutions qui coûtent rien. Hein? Voilà, on verra bien ce qui va arriver, mais en tout cas, Ça dépend combien tu prendrais pour être... Pourquoi pas l'interprète de cette chanson, la compositrice. Ouais, je suis pas sûre vraiment que c'est déjà ça qui des antécédents. Elle a déjà chanté à la télé. Hein? S'ils veulent que je chante du rock voisine avant le début du match, ça va, mais je suis pas sûre que c'est ça qui va mettre toi là-bas dans l'ombre. C'est pas ça qui va mettre l'ambiance. On va mettre la gif. Bon, changement de sujet, les gars, s'il vous plaît. Faut qu'on parle du phénomène de l'heure, le phénomène du week-end dans le monde du foot. C'est la promotion du club de Wrexham qui se retrouve en 4e division anglaise. Final seconds at the racecourse. All eyes on the referee. Champions! Wrexham are promoted. They have their storybook ending. You've just seen tens and thousands of dreams come true. Their Football League exile is over. 15 long years. Times when the club came close to disappearing. Kept going by the love of the fans. And then those two have taken it to a completely new level. A sprinkling of Hollywood stardust that has helped make this possible. Wrexham are back where they feel they belong. And fully deserved. Congratulations to Wrexham, congratulations to everybody associated with the club. Alors, les gars, il y a sûrement beaucoup de personnes qui ont vu cette série-là, cette série de documentaires sur Disney+. C'est les deux personnages issus du show business, Ryan Reynolds et Rob McElhenney, qui ont acheté le club de Wrexham AFC. C'est un club qui évoluait en 5e division depuis 15 ans. Et là, on était promus en 4e division. C'est un beau conte de fées. C'est un club qui appartenait depuis longtemps aux supporters. Eux autres, ils ont repris ça en main. Ils ont investi. Ils ont acheté ça 2,5 millions. Ils ont investi. Et c'est un coup de marketing assez exceptionnel, évidemment. Bon, c'est des personnalités publiques. Donc, c'est sûr que ça aide. Le documentaire a rapporté aussi. Ils sont allés chercher pour un club de 5e division des commanditaires comme TikTok, Expedia et compagnie. Bon, on ne va pas débattre de la pertinence du documentaire. J'ai sûrement un Olivier cynique au bout de la table. Mais non, mais je peux pas être cynique, je ne l'ai pas vu. Mais le positif, je suis une des 4 personnes sur la Terre qui n'a pas vu ça. Mais c'est sûr. Mais le positif aussi, c'est que moi, ce que j'aime de ça, c'est que ça a permis à des gens qui, normalement, ne s'intéresseraient pas nécessairement au soccer, au foot, encore moins au foot anglais, de prendre... De 5e division. Non, mais oui, mais c'est 5e division, mais c'est
tu prends conscience d'une culture. Qu'est-ce que tu vois dans le documentaire, c'est que c'est une petite ville de 40 000 habitants où les petites madames qui prennent leur thé parlent de la transaction. Ryan Reynolds et McElhenney ont convaincu un joueur comme Paul Mullin qui évoluait dans des divisions supérieures à venir. On a Ben Foster, l'ancien gardien de but de Manchester United. Bref, ce que ça met en lumière aussi, c'est ce que les gens, peut-être les amateurs de sport nord-américains ne connaissent pas, c'est le phénomène de promotion-relégation. Et ce qui avait un peu fasciné McElhenney, il disait, moi, je suis un fan de football des Eagles de Philadelphie. Puis il a fait, ça veut dire que, mettons, mon club, la NFL, là, pourrait se ramasser à jouer dans une ligue de garage. Dans la XFL. Fait que, puis ça, ici, comme le principe de vente des joueurs, le principe de relégation, on dirait que ça fonctionne pas dans la tête de l'amateur nord-américain. Moi, je me dis, est-ce que vous êtes pour ou contre ce phénomène-là? Est-ce que vous pensez que ce serait réaliste de voir ça un jour arriver en Amérique du Nord? Oui, je suis pour. Non, c'est pas réaliste. Pourquoi c'est pas réaliste? Déjà, il faudrait qu'il y ait une ligue inférieure ou... Bien, ça existe, les ligues inférieures. Oui, c'est ça, mais qu'est-ce que ça prendrait? Le fait est que le modèle nord-américain repose sur... Ça repose pas sur des clubs qui sont indépendants puis qui se joignent à une ligue. Tu achètes une franchise dans la ligue. Et par conséquent, par définition, la promotion-relégation ne peut pas fonctionner. Mais l'avantage... Tu as investi dans la ligue elle-même, puis tu pourrais te faire sortir de la ligue à la fin à cause de la compétition. C'est comme dans la tête d'un investisseur exploitant d'une équipe sportive nord-américaine, ça ne fonctionne pas. Ça ne peut pas fonctionner. Et même si, à mes yeux, même si la MLS, par exemple, essayait d'instaurer un système MLS 1, MLS 2, pour moi, ça ne fonctionne pas. Dans l'absolu, est-ce que ça serait le fun de voir ça en Amérique du Nord puis que tu sois promu au mérite et tout ça? Oui, parfait. Dans l'absolu, aucun problème. Mais une des grandes batailles pour moi de la MLS, encore à ce jour, même si ça fait une couple de décennies maintenant que ça existe, c'est la bataille de la perception. Puis tu sais, quand tu vois quand il y a un but qui devient viral de la MLS, parce qu'il y a un gardien qui a fait ci, parce qu'il y a un arbitre qui a fait ça, c'est tout le temps, on sait bien, la MLS, championnat de seconde ordre, ça vaut pas la peine de ça. T'sais, la bataille de la perception est encore féroce pour la MLS. Et si tu crées un système de promotion-relégation, par défaut, tu crées un système où toi-même, tes règles de compétition influent sur la perception qu'une de tes équipes peut subir, entre guillemets. À mes yeux, ça ne fonctionne Mettons, pas. sur papier, ça ne marche pas. OK, fine. Mais là, si on regarde l'absolu, qu'est-ce que ça apporte à la compétition et au jeu, le système de promotion-relégation? Pour moi, c'est tellement de positif parce que, tu sais, quand on parlait du CF Montréal à l'époque où il perdait tout le temps, c'est-à-dire la semaine passée, puis à Sun, tu disais, ben on va attendre à cet été d'aller chercher du renfort. Mais quand tu es dans un système où tu peux être relégué, là, tu peux pas dire, bon, on est dans une année de transition, on va assumer qu'on est dernier, puis c'est pas grave. Moi, concrètement, c'est la touche qui me manque en Amérique du Nord. Sincèrement, je pense que les partisans manquent justement un sentiment en fait qui est indescriptible en Europe. Vraiment, vraiment. Tu joues ta vie lorsque tu es dans un club. Ouais. Tu t'engages pas de la même façon. C'est un sujet que j'ai souvent eu avec des amis justement sur cet aspect-là. La principale différence qu'il y a entre l'Europe et l'Amérique du Nord, c'est le fait que on a l'impression qu'en Italie, qu'en France, en Espagne, en Angleterre, tu vis ta vie. En fait, le club est complètement affilié à ce que les gens vivent au jour le jour, au quotidien. C'est des gens qui viennent généralement de quartiers populaires, qui après la quinzaine du mois ont un budget assez serré, doivent justement gérer avec leur budget, avec leur vie. Et lorsqu'ils vont au stade, c'est leur soupape aussi, mais ils retrouvent justement cette notion-là, cette crainte, cette peur de ne pas descendre, cette volonté justement de rester au plus haut niveau. Et je trouve que le sentiment d'appartenance, il est juste décuplé. Alors bien entendu, il y a de la déception lorsque tu descends, mais il y a tellement de fierté lorsque tu grandis et que tu évolues et qu'on voit justement ces images. Ouais. Moi, c'est ce qui me manque, c'est ce que j'aime en fait, c'est ce que j'aime au foot. Tu parlais justement de business en Amérique du Nord, mais c'est peut-être là le problème, c'est que c'est déjà un business avant même d'en faire justement de l'émotion et un ressenti. Et je trouve que moi, en ayant fait une carrière sortie
voilà, du monde amateur. J'ai joué en 5e division, au même niveau que ces clubs-là en France. Et j'ai vécu jusqu'au plus haut niveau professionnel. Je peux dire que mes meilleurs souvenirs, vraiment, vraiment, là, ce que j'ai le plus aimé, c'est le sentiment, c'est la joie, c'est l'émotion palpable que tu vois lorsque tu joues un petit match de Coupe de France ou quand tu joues contre une petite équipe et tu sais que, voilà, il y a tout. Parce que le sentiment d'appartenance est aussi fort dans ces petites équipes. Mais même plus fort. Dans les 5e Sincèrement, divisions. ce qu'ils vivent là, je te jure que si tu demandes à un partisan du Paris Saint-Germain aujourd'hui qui peut avoir des milliards dans son compte en banque, tu leur demandes quel sentiment ils ont eu, quelle émotion ils ont eu en étant premier du championnat, en Ligue 1, etc. Et si tu la compares avec ce que vit en une saison cette équipe-là de 5e division, mais il n'y a même pas rapport. Les joueurs du PSG, les partisans du PSG veulent vivre ça. Ouais. Et c'est ça qui manque, c'est ce qu'on décrit justement, c'est ce capitalisme. Alors ça fait un petit peu, je sais pas, c'est un discours peut-être populiste que j'ai, qui est peut-être un petit peu démagogique, je sais pas. Mais la réalité, c'est que je suis 1000 fois plus touché par ce que je vois là. Ouais. Que la victoire du Paris Saint-Germain à la fin de la 36e journée. Non, c'est pas pareil. Il y a ce sentiment que les partisans veulent retrouver, l'amour d'un club, l'amour d'un maillot, d'une vraie réalité. Et tu peux assembler tous les meilleurs joueurs du monde, tout l'argent du monde, ça remplacera jamais ces émotions-là. Tu vois Reynolds pleurer comme ça, il enlève sa casquette, fou. il pleure. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose et ça, c'est magnifique. C'est l'essence même du sport et du football. Et la promotion-relégation, forcément, fait en sorte qu'il y a davantage d'enjeux Ouais, c'est ça. un peu partout dans le tableau. Tu sais, Ouais. quand tu te bats pour ta survie, pour pas descendre, quand il y a une course au top 4, il y a la course au top 6, la Europa Conference League, je Pour sais les pas si PA, nécessairement il y a une course pour ça, mais se battre pour garder sa survie. En ce moment, à Valence, en Espagne, ils sont pas en train de se dire bah, c'est correct si on a une mauvaise saison, on peut se reprendre l'an prochain. Non, l'an prochain, si ça continue comme ça à Valencia, ils sont en Segunda. C'est ça. Un partisan du Canadien, en ce moment, peut très bien se dire ah, c'est correct, je vais attendre les résultats de la loterie du repêchage, puis je vais attendre de voir si le Canadien va avoir Connor Bedard. Puis quand ils seront bons, quand ça sera intéressant, là, je vais recommencer à m'intéresser. CF Montréal aussi Le peut Canadien, dire ça. depuis 2 ans, ça aurait été une course au maintien. Ça aurait été un autre genre d'enjeu qui est, à mes yeux, pas mal plus intéressant que à quel moment est-ce que le Canadien va pouvoir choisir un joueur? Nous, on refait la MLS aujourd'hui. On vient de refaire... on veut un champ, on veut un système de promotion-relégation. On peut aller même plus loin. Le système de draft aussi, la façon dont c'est fait. Je veux dire, on me demande aussi les comparaisons avec la France. Je veux dire, mais c'est incomparable. Un joueur qui arrive à 16, 17, 18 ans et qui veut intégrer une équipe professionnelle, il vient généralement de quartier populaire. S'il ne réussit pas au foot, il sait que sa mère elle est femme de ménage, que c'est difficile et qu'il a toute une famille en fait sur le dos et qu'il faut absolument réussir, c'est marche ou crève. Alors qu'aux États-Unis, système de draft, forcément tu es dans une bonne université, si tu vas jouer quelques années en MLS, puis tu seras médecin ou tu travailleras chez Apple dans quelques temps. Donc c'est des choses vraiment différentes qui font que tu peux pas comparer deux continents totalement différents, deux états d'esprit totalement différents. Il y a du bon, du moins bon de chaque côté. Mais, je veux dire, moi, l'émotion, le sentiment d'appartenance, le fait de devoir se donner sa vie, sinon c'est fini, je me ressens plus vraiment de ce côté-là. Et j'aimerais bien qu'on le vive un jour en Amérique du Nord. Ça arrivera pas. On va voir Wrexham, on va pouvoir les suivre en 4e division, mais il y a une 2e saison. Dans le fond, on a suivi cette épopée-là, cette saison-là. Ça va être quand même intéressant de voir ça, comment ça a été vécu à l'interne. Et en attendant, Olivier, tu devrais... tu devrais parce que les gens qui aiment le foot, mais aussi pour tout l'aspect business, c'est fascinant. Tu regardes ça, puis on a le goût d'aller trouver une petite équipe dans un village à quelque part, se cotiser et acheter ça. Oui. Donc, regardez ça. Mais moi, après Sunderland Till I Die, moi, je suis comme après ça. Moi, ça a été pour moi une comédie absolument remarquable, ce documentaire-là, Sunderland Till I Die. J'ai ri là, de bon cœur pendant plusieurs épisodes. Fait qu'après ça, je me dis, je peux juste être déçu. OK, mais on se trouve un petit club là, avec un stade qui est en train de tomber en ruine avec Jacques-Alexis. On achète ça, puis on verra où ça va nous mener. Les gars, je vais vous parler de soccer féminin parce que c'est l'hécatombe. À quelques mois seulement de la Coupe du Monde, les blessures qui s'accumulent. That's where it happened. Williamson stepped across Katie Zellum.
good, does it? So innocuous, just stepped in front of Katie Zeller. Not going to continue. Out on the shoulder from her England colleague Ella Toon, the England captain and Arsenal captain. It's a shame for the game, actually. Never mind Arsenal. The armband moves on again so quickly. That's a worrying sign for him and for her country. Alors, la plus récente blessure, ben, c'est celle à Leah Williamson, joueuse d'Arsenal, capitaine de l'Angleterre. Je vous rappelle que la Coupe du monde aura lieu au mois de juillet prochain en Australie et en Nouvelle-Zélande, donc ça s'approche. Elle a déclaré forfait pour la Coupe du monde, même chose, on en a déjà parlé pour Janine Becky. C'est incroyable le nombre de joueuses qui ont subi une déchirure du ligament croisé antérieur au cours de la dernière année, 18 derniers mois. On se souviendra d'Alexia Putellas, la Ballon d'Or, qui s'est blessée tout juste avant l'Euro. Elle va revenir au jeu sous peu. Elle devrait être en mesure de participer à la Coupe du monde. Mais tu sais, Olivier, on blaguait, entre parenthèses, la semaine passée en disant « Coudon, l'équipe qui va gagner la Coupe du monde, ça va être l'équipe qui a le plus de genoux en santé. » Ben oui. Puis j'ai commencé ma prémisse en vous disant, puis je vous la pose honnêtement, imaginez, là, dans les mois avant la Coupe du monde, on a Kylian Mbappé, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, tous les meilleurs joueurs qui subissent la même blessure. Qu'est-ce qui arriverait selon vous? Qu'est-ce que ferait la FIFA? On interdirait les genoux. Plus de genoux. Tous les professionnels doivent se faire l'ablation du genou avant par mesure préventive. Non, ça, mais c'est comme le traitement choc. Parce que c'est un questionnement présentement. C'est un peu le questionnement des filles, des grandes joueuses qui sortent puis qui disent bon, ben, on a besoin d'études, on a besoin que la FIFA se penche sur le sujet, investisse dans la recherche, parce que c'est probablement ce qu'ils feraient si c'était les gars à qui ça arrivait. Je vous invite à aller visiter le site de Radio-Canada Sport. On a publié un dossier sur le sujet. Puis ce qu'on comprend présentement, c'est que les femmes, à la base, ont 2 à 8 fois plus de chances de subir ce type de blessure-là, pour plusieurs raisons. Côté anatomie, comment le bassin est fait, comment les genoux sont faits, le ligament qui est plus court. Le ligament qui est plus court, le côté hormonal, veut pas, avec le cycle menstruel, les femmes vont être davantage hyperlaxes. Donc, il y a plein de justifications pour expliquer ça. Mais ensuite, c'est qu'on fait quoi? C'est quoi les solutions? Et ce qui revient souvent, c'est que j'ai parlé à un préparateur physique, le préparateur physique de Paris FC, que lui a écrit un ouvrage sur prépa foot féminin, très français. Est-ce que tu lui as dit que ça n'avait pas de bon sens qu'une de ses arrières centrales porte le numéro 10? Je vais le rappeler juste pour lui dire. Mais justement, lui a écrit un ouvrage pour ça parce qu'il dit, tu sais, dans le fond, dans nos formations comme préparateur physique, là, ce qu'on nous apprend, là, ces études-là qu'on nous apprend, bien, ces études ont été faites sur les hommes. Ce n'est pas la préparation, n'est pas adaptée au corps féminin et ses spécificités. C'est souvent les femmes qu'on fait jouer sur des terrains synthétiques, en plus. Oui, sauf que, j'en ai parlé, en Europe, c'est quand même très rare. C'est un des éléments, mais c'est quand même très rare des terrains synthétiques en Europe aujourd'hui. Mais c'est plus que... Aujourd'hui, c'est ça. Mais c'est plus que aussi, je me suis questionnée, est-ce qu'il y en a plus maintenant? Mais le volume de jeu des filles est vraiment plus grand. Une Leah Williamson, là, il y a eu l'Euro, il y a la Ligue des champions, les matchs amicaux avec l'Angleterre, la Ligue en Angleterre. Mais moi, c'est ça. Qu'est-ce que les gars feraient? Qu'est-ce qu'on ferait si c'était les gars? C'est sûr qu'il y a réaction qui... Je vais essayer de m'imaginer, avant la Coupe du monde, là, les 5 meilleurs joueurs au monde sont blessés, la même blessure. Imaginez le scénario. Ce serait la catastrophe. Ce serait une controverse épouvantable. Ce serait qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on doit faire, puis on agirait. C'est souvent ça. C'est souvent ça. Ces problématiques-là, tu as besoin que ce soit... C'est pas encore assez mainstream, le foot féminin, à bien des égards, pour que quand il y a des trucs comme ça qui se produisent, qu'on s'y penche. On fait du chemin, là, mais qu'on s'y penche sérieusement. Honnêtement, tu sais, on ne vivra pas. On se penche un peu plus, tu sais, sur les commotions cérébrales, par exemple. Ouais. Ça, on l'a vu chez les hommes, tu sais.
des joueurs qui souffrent dans leurs vieilles années de problèmes de santé mentale qui peuvent être associés au fait que, bon, il y a des coups à la tête, les coups de tête sur le ballon, etc., etc. On commence à se pencher sur ces trucs-là, mais c'est parce qu'il y a des données qui viennent de dizaines et de dizaines d'années de soccer masculin. J'ose croire que là, à mesure que tu parles, justement, il y a du volume. Donc là, ça veut dire qu'on va avoir de plus en plus de données à notre disposition. J'ose croire qu'effectivement, ça va amener ces institutions-là à se pencher sur différents enjeux parce que là, il y a davantage de données. Mais effectivement, c'est pas que le soccer féminin se rattrape d'années à avoir été négligé, mais il faut que ce soit aussi sur le plan scientifique, sur le plan médical et tout ça. Là. Mais c'est parce que c'est frappant, là, la liste des joueuses. Moi, c'est pour ça que j'ai fait ce dossier-là. Je vais coudonc. Mais il me semble qu'il y en a. Mais c'est quand même plus rare, j'entends, un grand joueur qui subit ce type de blessure. Les filles, c'est aux 2 jours. Non, c'est sûr qu'il y a forcément, je veux dire, des choses à aller chercher. Mais je me demandais si la FIFA n'avait pas fait justement ce travail avec un programme il y a une dizaine d'années qui s'appelait FIFA 11. Ils ont commencé ce type de programme-là, un programme de préparation physique adaptée. Ouais. Mais ils regardaient les données. Moi, j'ai fait beaucoup de recherches, je parlais à beaucoup de monde, puis on voit qu'il y a un gros flou. Là. Il y a une grosse zone grise où, en fait, il n'y a pas assez d'études. Puis le nombre de blessures ou le ligament croisé antérieur est vraiment plus élevé par rapport à il y a 10 ans, simplement parce que probablement le volume de jeu qui est plus grand. Mais parce que je trouve que c'est triste à quelque part où à un moment où le soccer féminin est en plein essor, où tu as une compétition qui s'annonce vraiment intéressante, où on ne sait pas vraiment qui va gagner cette Coupe du Monde-là parce qu'il y a tellement de bonnes nations, de bonnes équipes. Et là, tu dis, tu vas voir une compétition, une rivalité qui va être ternie par une blessure qui survient en répétition présentement. Là. Non, forcément. Et je pense que le système était fait pour les hommes par des hommes. Donc la réalité fait que la façon dont on a peut-être préparé les femmes n'était pas optimale, ne se prêtait pas justement à avoir le maximum du potentiel que les femmes pouvaient avoir dans ces grandes compétitions. Donc je pense que oui, bien entendu, il y a des questions qu'on doit se poser, savoir de quelle façon il faut évoluer, mais des questions franches et d'aller au bout de ces questions-là, savoir si est-ce que les femmes doivent avoir moins de matchs dans une saison? Est-ce que c'est une question qu'il faut se poser? Est-ce qu'il faut considérer que non, au contraire, au nom de l'égalité, il n'y a aucune raison de baisser justement le nombre de compétitions chez les femmes? Est-ce que c'est un audit à avoir auprès du ressenti aussi que les femmes ont aussi sur les perceptions, sur la préparation? Je pense que c'est beaucoup, c'est vraiment... certains préparateurs physiques me disent, exemple, les hommes, vous avez remarqué, ils se blessent beaucoup plus aux ischio-jambiers. Oui. Exemple. Mais là, l'affaire, c'est que la préparation physique va être faite en fonction de prévenir ce type de blessure-là, alors qu'il y a des façons de... Tu peux pas annuler complètement le risque, mais tu peux le minimiser en ayant une préparation physique adaptée. Ta musculature va être davantage adaptée pour prévenir la déchirure de ligaments croisés antérieurs. C'est plate à dire, mais j'allais dire c'est quasiment une bonne chose qu'une Alexia Putellas, une Katoto, une Williamson ait subi ce genre de blessure. Parce que j'ai l'impression qu'il faut que les meilleurs se blessent pour qu'il y ait un peu une réaction et qu'on décide à quelque part de mettre de l'argent, d'investir puis de faire de la recherche. Puis je me demande si le moment aussi où ça se produit, avant un tournoi majeur, par exemple, si justement ça peut pas sensibiliser, parce que là, il y a sans doute des scientifiques qui s'intéressent moins au sport puis qui vont peut-être avoir un petit regain d'intérêt quand il y a des tournois majeurs qui arrivent comme ça et tout ça. Peut-être que ça va intéresser certains chercheurs justement qui seraient moins tentés de se pencher sur des enjeux sportifs parce que ça arrive à un moment où c'est plus médiatisé, justement. OK, peut-être que là, il y a un filon de recherche à aller explorer. Les dirigeants de l'équipe nationale anglaise, là, ils vont peut-être mettre de la pression parce que tu as Yael Williamson, tu as Mead qui on ne sait pas ça va être là. Là, il y a Lucy Bronze qui s'est blessée en fin de semaine. Si tu perds, je veux dire, toi, tu as gagné l'Euro, là, puis tu es aspirant pour gagner la Coupe du Monde, puis là, tu perds peut-être 3 de tes meilleures joueuses en vue de la Coupe du Monde. Il va y avoir il y a quelqu'un qui va lever le drapeau en Angleterre. Est-ce qu'ils vont s'en prendre forcément
je veux dire, à la globalité, à la FIFA, aux organisateurs, Mais à aux l'interne, médecins. ils vont peut-être faire leur Moi, je pense que c'est devoir, plus un là. audit interne à chaque fois qui est... parce que le piège qu'on peut avoir, c'est de penser que c'est aussi... tu sais, aller chercher la responsabilité ailleurs, ça t'empêche de regarder peut-être ce qui a été mal fait au terme de préparation, mais je veux dire en interne, est-ce que le préparateur physique a fait ce qu'il fallait comparativement à d'autres clubs? On avait échangé un petit peu avec le club ici au CF Montréal d'ailleurs, où les dirigeants sont extrêmement étonnés d'avoir en une saison autant de joueurs blessés d'une durée de plus de 2 mois. C'était jamais arrivé. Et c'est extrêmement rare, c'est vrai. C'est vrai d'avoir autant de blessés de cette façon-là, c'est extrêmement rare. Donc est-ce que c'est dû à la façon dont on se préparait en Amérique du Nord, ou est-ce que c'est dû peut-être à un travail de préparation qui n'a pas été adapté peut-être à la compétition qui s'amenait, ou à la façon dont les joueurs avaient besoin de travailler à un instant T? Donc c'est là où c'est compliqué, parce que le préparateur physique du PFC, bien entendu, il fait un livre là-dessus, mais tout comme certaines personnes pourraient lui dire, oui, mais mon coco, c'est toi qui est censé faire ce travail-là aussi, tu vois. Donc forcément, c'est difficile, c'est tout cet équilibre-là. On parle de recherche, mais on a quand même pas mal de données, on le sait. Voilà, mais ce qu'il disait, c'est parce que tu dis, mettons, il faut que ça se fasse à l'interne. J'imagine Canada Soccer, là, l'équipe des filles, là. On s'entend-tu que présentement, ils ont d'autres chats à fouetter que ils n'ont pas vraiment les moyens d'investir dans ce type de recherche-là, mais j'en ai parlé avec le gars du Paris FC. J'ai dit, qu'est-ce que toi tu fais, exemple, le cycle menstruel, parce qu'on sait que Chelsea fait affaire avec... Chelsea, le club féminin, fait affaire avec une compagnie, une application pour vraiment monitorer le cycle menstruel de chacune des filles, parce qu'on s'est rendu compte, en fait, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que bien souvent aussi, ces blessures surviennent à un moment précis dans le cycle de la femme. Mais là, le gars de Paris FC dit, bien, c'est sûr qu'on n'a pas les mêmes moyens, évidemment, que Chelsea. Mais on peut faire des petites différences. Exemple, dans le questionnaire, avant le début de la saison, j'ai demandé l'historique en termes de blessures ligamentaires. Puis je me suis rendu compte que la majorité du temps, les joueuses qui ont subi ce type de blessure, ben, ont leur mère ou leur père ou leur sœur qui ont eu exactement la même blessure. Donc, si tu sais que telle joueuse, ben, ses 2 parents, sa sœur, son frère, sont déjà déchirés ligaments croisés antérieurs, ben, peut-être qu'on va avoir une approche différente. Voyons voir ce qui va se passer. On espère que l'hécatombe va arrêter pour qu'on puisse avoir un tournoi compétitif. Mais en parler déjà, c'est très bien. Et c'est la continuité de ton texte qui est paru ce matin, d'ailleurs, que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Je l'ai pris à 9h et j'ai pris le temps de le lire. Et je trouvais justement que c'était important justement de parler de ces problématiques-là et d'au moins soulever la question. Je pense que c'est déjà un pas super important. Ouais. Ah, mais j'en ai quand même profité pour demander à Maxence, le préparateur physique du Paris FC, s'il était là quand Evelyne Viens est allée jouer à Paris. Il a dit, ben oui. Ah, mais il n'a pas dit ça de même parce qu'il est français, mais une brute. Alors, elle méritait le coup ou pas? Non, mais il dit, mais non, j'ai rarement vu des aptitudes d'accélération et physique comme celle qu'elle a. Il dit incroyable. Puis il a dit, parenthèse, on pourra en reparler, c'est ce qu'on voit avec les joueuses nord-américaines qui ont vraiment une plus grande explosivité, sont plus rapides. Peut-être qu'en Europe, c'est davantage le côté technique, créativité qui va se développer. Mais il dit, Evelyne, bien, c'est une machine. Il dit, je comprends pas comment, dans le fond, je joue pas dans les plus grandes lignes. Ouais. J'ai dit ligue. La ligne nationale. La ligne nationale. Elle a marqué en fin de semaine, Evelyne Bien. Encore, ça se poursuit pour juste elle. Un but, voyons. C'est tout. Oui, en plus, c'est un but puis une erreur de la gardienne. Comme Evelyne, même Olivier aurait marqué là-dessus. Hey! Merci beaucoup, les gars. Un plaisir. Merci. Merci, Olivier. Tu me réponds? Parle plus. OK. Merci à Jacques-Alexis et merci à Benoît derrière la console. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un autre épisode de Tellement Soccer. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.